Venons-en à un autre aspect, si vous voulez. Vous êtes une femme et directrice d'un journal. Est-ce que c'est difficile de faire carrière pour une femme? Écoutez, je ne sais pas comment c'est pour un homme. Par conséquent, ça m'est difficile de vous dire si c'est plus difficile. N'est-ce pas? Il faudrait toujours poser la question en ces termes. Je ne sais pas si c'est difficile de faire carrière pour un homme, il me semble que oui. Alors c'est aussi difficile pour une Enfin, faire femme. carrière dans le journalisme politique, est-ce qu'on vous prend au sérieux d'emblée quand on est une femme? C'était jamais une difficulté personnellement. Enfin, disons qu'il y a peu de femmes au monde qui, comme vous, dirigent un hebdomadaire important. Oui, je crois qu'il y en a une en Allemagne. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Et la première des choses, c'est qu'il faut le vouloir. Ce qui me paraît tout à fait essentiel. Il faut avoir envie de faire cette carrière-là, il faut s'y intéresser, il faut avoir la formation nécessaire pour le faire. Mais si vous êtes à armes égales avec un homme, c'est-à-dire à armes égales de connaissances et disons, de capacité, à ce moment-là, ce n'est pas plus difficile. Enfin, la condition féminine n'est pas un handicap dans notre société. Si bien sûr c'est un handicap, mais c'est un handicap d'abord parce qu'elle est ressentie comme un handicap, ce qui est la première des choses. Si vous entrez dans un combat, quel qu'il soit, avec le sentiment que vous allez perdre, vous perdez. Et la plupart des femmes entrent dans les combats professionnels avec un sentiment très vif de leur handicap, et elles ont de bonnes raisons de l'avoir, puisqu'on le leur a beaucoup expliqué qu'elles l'avaient, ce handicap, qu'elles sont inférieures, qu'elles ne sont pas capables, qu'elles sont nerveuses, qu'elles sont ceci, qu'elles sont cela. Et je connais des femmes nerveuses, je connais des hommes nerveux, je ne crois pas qu'il y ait de spécificité, comme on dit, féminine ou masculine à cet égard. Donc il y a ce handicap-là qui est à l'intérieur et qui est peut-être le plus fort. Il y a le handicap de la formation professionnelle qui n'est pas donné aux femmes. Je ne parle pas des études, c'est pas ça seulement la formation professionnelle. C'est l'idée d'abord qu'il faudra travailler. C'est assez rare qu'on donne cette idée aux filles. Et je dirais que c'est encore plus rare dans les milieux simples, dans les familles ouvrières, que dans les familles bourgeoises. On fait très souvent faire, en France en particulier, je ne sais pas comment c'est chez vous, ce qu'on appelle un certificat d'aptitude professionnelle de couture. Ce qui n'a absolument aucun sens, puisqu'on n'a pas besoin de couturière. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces filles, le jour où si elles sont obligées de travailler, sont très habiles de leurs doigts et tombent dans l'électronique, où elles sont extrêmement mal payées parce qu'elles n'ont pas de certificat d'aptitude professionnelle pour l'électronique. Alors pourquoi est-ce qu'on leur fait faire de la couture? Parce que leurs parents espèrent que, bien qu'elles soient de familles très modestes, elles épouseront un homme qui gagnera assez pour qu'elles n'aient pas besoin de travailler. C'est donc toute une mentalité différente. Pour avoir une formation professionnelle, il faut se dire, il faut que vos parents se disent, si vous êtes une fille qui avait 16 ans, 18 ans, 20 ans, quel que soit votre milieu social, ma fille travaillera et aura besoin de gagner sa vie. C'est tout à fait, c'est un handicap fantastique de ne pas penser ça quand on est très jeune. Mais est-ce qu'on n'est pas plus exigeant à l'égard d'une femme directrice de journal, par exemple, qu'à l'égard d'un homme? Je pense à une formule que vous avez eue au début d'une émission de télévision. Une fois, Oui. vous avez dit, si mon adversaire bafouille, on dira il n'est pas en forme ce soir. Si moi je bafouille, on dira vraiment les femmes, c'est pas possible. Je Oui, résume un bien peu. sûr, oui, c'est ça. Est-ce qu'on n'est pas plus exigeant pour les femmes quand Bien même? sûr, on est plus exigeant, mais si je puis dire au départ, c'est-à-dire qu'on vous pardonne peut-être moins une erreur. Mais aujourd'hui, je n'ai pas l'impression, je ne sais pas, je me fais peut-être des illusions, moi je ne crois pas. Je n'imagine pas qu'à l'Express, quelqu'un vous dise « Ah oui, Françoise a fait cette erreur parce que c'est une femme ». Une fois que vous avez donné quelques manifestations de votre compétence professionnelle, ce qui n'exclut pas qu'on fasse des erreurs d'ailleurs. Je fais des erreurs ou je prends une mauvaise décision. Je ne crois pas qu'on l'attribue au fait que je sois une femme, si vous voulez. Mais est-ce que vous considérez que vous êtes en quelque sorte une exception, ou bien que votre réussite, disons, est exemplaire d'une évolution de la condition de la femme? Non, je crois que j'ai vécu dans des conditions particulières qui m'ont donné la possibilité de faire cette carrière-là. Je crois que c'est bon dans la mesure où peut-être ça encourage des femmes qu'on décourage beaucoup et qu'elles se disent après tout, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Je crois que c'est dangereux, d'autre part, dans la mesure où c'est l'arbre qui cache un peu la forêt. Et où les gens vous disent, mais vous voyez bien que tout est facile pour les femmes et que tout est possible. Alors ça n'est pas vrai non plus. J'ai bénéficié, moi, de circonstances tout à fait favorables. On assiste tout de même à une évolution, non, dans la condition de femme. Oui, certainement, heureusement. Il y a des progrès. Il y a des progrès, oui. À quoi tiennent-ils? Ils tiennent d'abord au fait que les femmes ont envie qu'il y ait des progrès, et elles en ont envie parce que leur vie a changé. Alors, il y a beaucoup de raisons à ça. Je vous dis tout de suite que je ne crois pas qu'il y a eu
abominable conjuration des hommes à travers le monde, universelle, pour rendre les femmes malheureuses et les mettre en esclavage à travers les siècles. Ça me paraît une vue absurde du passé. Mais enfin, un certain nombre de choses se sont produites, et à cause de ces choses, d'une part, aujourd'hui dans le monde occidental, on sait, les statistiques existent, que la plupart des femmes ont fini leurs enfants, si je puis dire, à 29 ans. D'autre part, on vit beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire que, disons qu'une femme a eu son dernier enfant à 29 ans, quand elle a 40 ans, 42 ans, 43 ans, eh bien ses enfants peuvent avoir besoin d'elle, mais enfin, elle est libre. Et elle a peut-être 30 ans à vivre, ou peut-être 35 ans à vivre, ce qui est tout à fait nouveau. Autrefois, une femme avait besoin de faire 7 enfants pour qu'il en reste 2 vivants, ou 3 vivants. Ça prenait à peu près toute sa jeunesse. Et très souvent, elle mourait d'ailleurs en couche, et la moyenne des femmes mourait entre 35 et 40 ans. Donc il y a quelque chose qui a fondamentalement changé là. Alors que vont faire les femmes entre, je simplifie, n'est-ce pas, et je schématise un peu, entre, disons, 42, 43 ans et 73 ans, 80 ans. Il faut bien qu'elles fassent quelque chose. C'est absurde de ne pas utiliser leur capacité, leur énergie et leurs facultés productrices. Ajouter autre chose qui a énormément changé, c'est qu'autrefois les femmes produisaient justement. On dit que les femmes ne travaillaient pas, c'est absurde, les femmes ont toujours travaillé. Elles faisaient le tissu, elles filaient, elles faisaient la lumière en faisant les bougies, elles faisaient le pain, elles faisaient toute la nourriture pratiquement. Je ne parle même pas du temps de s'occuper uniquement de l'agriculture. Maintenant, elles sortent, elles vont acheter de la confiture toute prête ou des boîtes de conserve. Là encore, je schématise un peu. Mais enfin, elles ne le produisent plus. Et je crois qu'un être humain qui ne produit rien est très malheureux. Donc il est tout à fait normal que les femmes aient éprouvé maintenant, petit à petit, le besoin de faire quelque chose par elles-mêmes, et pas seulement des enfants. Je trouve que c'est très bien de faire des enfants, je l'ai fait aussi, mais, et j'en suis ravie, mais enfin, il faut faire autre chose. Enfin, le jour n'est pas encore arrivé où on verra une femme présidente de la République française ou présidente de la Confédération suisse. Écoutez, je ne sais pas. En Suisse, je peux vous dire que la France sera probablement le dernier pays développé où ça arrivera. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, parce que c'est un pays catholique, peut-être, je ne sais pas. Mais j'imaginerais beaucoup plus facilement l'Angleterre. Je ne crois pas les États-Unis non plus. Je dirais l'Angleterre est peut-être le premier pays où ça devrait arriver. Mais pour qu'une femme devienne un jour présidente de la République en France, c'est-à-dire plus exactement pour que la femme soit réellement, politiquement, socialement l'égale de l'homme, est-ce que vous militez à part votre action dans l'Express? Oui, bien sûr. Enfin, je fais ce que je peux pour que les choses changent. Et quand je dis les choses, il y a 2 sortes de choses qui peuvent changer. Il y a les lois, d'une part. Je ne peux pas dire que je m'en occupe énormément, sauf sur 1 ou 2 points précis, ce qui concerne en particulier la contraception, qui est une chose que je crois très importante. Et puis, il y a les mœurs, il y a les images mentales, il y a ce que pensent les gens. Et alors là, oui, je fais ce que je peux à travers le journal. Mais vous ne militez pas dans des mouvements féministes? Non, d'ailleurs, il y a très peu de mouvements féministes en France. Enfin, il y a le MLF qui est un mouvement tout à fait d'avant-garde, extrémiste, qui a son utilité, mais je ne suis pas personnellement quelqu'un d'extrémiste. Enfin, vous avez tout de même des mots assez durs pour les hommes dans votre livre. Ah non, pas du tout, j'adore les hommes. Qu'est-ce que je dis? Ainsi, parlant du cinéaste, vous permettez que je vous cite, parlant du cinéaste Jean Renoir, Oui. vous dites qu'il avait l'authentique modestie que l'on trouve seulement chez les hommes qui ne se sentent pas obligés de se rassurer sur leur virilité, autant dire méchant, qu'ils ne ça. sont pas nombreux. Et oui, je crois que les hommes sont fragiles. Vous ne croyez pas? Plus fragiles que les femmes. À cet égard, certainement. Vous n'aimez pas non plus d'ailleurs qu'on égratigne les femmes. Il y avait un article dans Le Monde, un journaliste qui parlait, si j'ai bonne mémoire, de votre intuition féminine, et vous avez réagi en écrivant au Monde. Ah oui, non, parce que ça, c'est autre chose. J'ai réagi parce que il y a des hommes qui, après avoir dit toutes sortes de choses désagréables sur vous, croient se rattraper en disant « Oui, mais elle a de l'intuition féminine », ce qui est stupide, déjà. Il y a des gens qui ont de l'intuition et des gens qui n'en ont pas. C'est ce que les hommes concèdent aux femmes. Je ne nie pas que j'ai peut-être de l'intuition, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs exactement l'intuition. C'est une façon de nier aux femmes le jugement. Comme on ne peut pas dire qu'elles ont du jugement, on dit qu'elles ont de l'intuition. Et les hommes vous disent, vous savez, pour ça je fais confiance à ma femme, elle a de l'intuition. Pourquoi ne pas dire que sa femme a du jugement, tout Vous simplement? n'aimez pas qu'on dise que vous avez de l'intuition. Ah mais si, je veux bien. Vous préférez qu'on dise que vous avez du jugement. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Je ne me sens pas attaquée, je n'ai pas de complexe de ce côté-là, je ne suis pas dans cette situation. Mais je comprends que les femmes soient agacées.
Enfin, assumer des responsabilités, des activités telles que les vôtres, pour une femme, cela représente tout de même un certain nombre de sacrifices sur le plan personnel qui ne sont pas communs. Non, je ne suis pas de votre avis. Il faut beaucoup plus de sacrifices si vous êtes ouvrière d'usine. Là, c'est vraiment dur. Et pour moi, ça ne pas représenter des sacrifices. Pas du tout. Je travaille dans des bonnes conditions. Je travaille beaucoup, mais en étant libre de mes horaires. Je ne pointe pas le matin. Le temps où j'en ai eu besoin, j'ai été largement aidée. J'ai des secrétaires, un chauffeur, toutes sortes de choses. C'est pas difficile de travailler. Enfin, c'est pas difficile. Je veux dire, le côté matériel n'est pas beaucoup moins important. Ce qui est dur, c'est de travailler quand on gagne très peu d'argent. Ça, c'est vraiment dur. C'est aussi dur pour les hommes à ce moment-là. Peut-être un petit peu moins, parce que c'est vrai que les femmes ont encore la presque totalité de la charge de la vie familiale. Oui. Vous avez dirigé, ce sera peut-être notre dernière question sur Chapitre, vous avez été rédactrice en chef de Elle. Est-ce que les hebdomadaires, est-ce que la presse féminine ne maintient pas un peu la femme dans une sorte, j'allais dire, si vous me permettez ce mot, de ghetto culturel? Un petit peu, certainement. Je crois que ça, c'est un problème assez difficile. Ce serait intéressant d'essayer de faire un journal féminin différent. Il faudrait essayer. Ça vous tenterait? Peut-être, oui. Peut-être. Enfin, François Giroud, tout au long de votre livre, vous dites être une révoltée. Alors, la question, qu'est-ce qui vous révolte? Qu'est-ce qui me révolte à beaucoup de choses? La souffrance, la justice, quelquefois la vie aussi, tout simplement. C'est quelquefois horrible, non? Alors il y a la part des choses contre lesquelles on se révolte et qui peuvent être changées. Et puis il y a la part qui n'est pas changeable, et alors ça relève de la révolte, je dirais, métaphysique. J'avais pas peur d'employer des grands mots. Est-ce que vous avez le sentiment de mener, ne serait-ce que sur le plan politique, un combat? Quel est le sens de ce combat? Eh bien, ça rejoint un peu ce que je vous dis là, c'est-à-dire que je crois qu'il y a dans la forme de la société et dans l'organisation sociale beaucoup de choses qui peuvent être changées. Et j'ai le sentiment de mener un combat pour que ces choses soient changées. Alors là, je ne me fais aucun doute là-dessus. En particulier, disons, l'utilisation de l'argent public en France, la fiscalité, l'inégalité des revenus, qui est tout simplement scandaleuse en France, qui est plus grande en France que dans n'importe quel pays comparable. Disons l'Allemagne, par exemple. Un certain nombre de choses concernant la condition des femmes, la nature de l'enseignement qui est donné, l'héritage, la forme de l'héritage que je trouve également assez scandaleuse en France. Non pas que quelqu'un qui a travaillé toute sa vie et qui laisse une maison ou un peu d'argent ne puisse pas le transmettre. Mais parlons de la presse. Que quelqu'un qui a créé un journal et qui probablement l'a fait bien et qui a gagné beaucoup d'argent meurt et qu'on retrouve son fils qui est souvent un imbécile tout à fait incapable à la tête de ce journal, je trouve ça scandaleux. Est-ce que vous pensez que l'Express devrait appartenir à ses rédacteurs, selon une formule semblable à celle du Monde? Appartenir à ses rédacteurs? Non, c'est très particulier, Le Monde, parce que Le Monde n'a pas eu à rémunérer un capital. Personne n'a pris le risque de faire Le Monde. Vous connaissez la base du Monde. Ce sont les installations du temps et les capitaux qui ont été dévolus à Hubert Neuve-Méry après la guerre. C'est d'ailleurs une excellente chose. Mais il n'y a personne qui a mis de l'argent dans Le Monde et qui a pris des risques avec Le Monde. Donc c'est une situation très particulière. C'est comme si l'État avait donné le noyau d'un journal. Puis ça a été développé par un homme tout à fait remarquable. Non, je ne trouve pas que ce soit une bonne chose. Je veux dire, je trouve bon que l'esprit d'entreprise soit sauvé. Et pour que les gens aient l'esprit d'entreprise, il faut qu'ils soient, d'une certaine manière, récompensés, stimulés par quelque chose. Alors, il y a deux manières, jusqu'à présent connues, de stimuler les gens. L'une, c'est de leur faire gagner de l'argent, et la troisième, c'est d'en fusiller un de temps en temps. J'aime mieux qu'on leur fasse gagner de l'argent. Si on m'en propose une troisième, je suis tout à fait d'accord pour la prendre. Vous esquivez un peu la réponse, parce que quelqu'un peut très bien gagner de l'argent sans que nécessairement ses fils héritent de cet argent, Exactement. tout au moins de l'Express. C'est ce que je vous dis. Donc je trouve qu'il est bon de stimuler l'esprit d'entreprise, qu'en plus quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent doit payer beaucoup d'impôts, ce qui est une façon de lui reprendre son argent, en tout cas en grande partie. Il faut qu'il en ait des agréments, c'est normal que les gens aient cette récompense, pas trop, il faut qu'ils payent beaucoup d'impôts, et il faut qu'avec ces impôts, on fasse beaucoup d'équipements collectifs qui profitent à tout le monde. Je schématise un peu, mais enfin c'est ça. Finalement, vous êtes réformiste, vous n'êtes pas révolutionnaire. Je ne suis pas révolutionnaire parce que
je ne vois pas de projet de société qui soit proposé par les révolutionnaires. Alors on me dit qu'il faut détruire et puis ensuite on construira. Bon, je ne vois pas bien ce qu'on construira. Et je ne suis pas révolutionnaire parce que je suis à l'intérieur d'un pays relativement développé. De surcroît, je trouve que c'est un mot qui est employé à tort et à travers. Je voudrais bien qu'on me dise qu'est-ce qu'il y a eu comme révolution. Bon, il y a eu la Révolution française en 1789, qui était une révolution qui a mis la bourgeoisie au pouvoir. Et il y a eu la Révolution soviétique en 1917. Et voilà, ça fait pas beaucoup. Enfin, vous imaginez que ce sont des transformations radicales de la société. Ah oui, mais c'est pas une révolution, ça. Il y a des transformations qui, par le réformisme, peuvent être très profondes. Alors, je crois que si on veut en parler froidement, et comme si nous étions, aucun de nous, concernés par la révolution, nous regardons ce qui se passe s'il y a une révolution. On peut se dire, quel est le prix d'une révolution, et est-ce que ça vaut la peine? Alors, je crois que si on fait la révolution dans un pays d'Amérique latine, probablement ça vaut la peine. Je ne sais pas, mais peut-être. Parce que les gens sont dans un tel état de misère et d'horreur qu'on ne voit pas ce qui peut leur arriver de pire, mais on voit bien ce qu'on peut transformer. Disons, c'est l'histoire de la Chine. Est-ce que le prix de la révolution dans un pays développé vaut la peine? Ma réponse serait non. Et par exemple, en 1936, alors vous étiez jeune fille... C'était pas une révolution. Non, mais est-ce que vous avez été séduite par le Front populaire? Est-ce que vous avez été séduite par le communisme, Oui. par exemple? J'ai été assez fascinée par le communisme, comme tous les gens de cette époque d'ailleurs. D'abord parce qu'on ne savait pas très bien ce que c'était. Il faut bien dire qu'on se faisait une autre idée de ce qu'était le communisme et que ça a été le plus bel idéal qu'on puisse imaginer, le communisme. Alors bon, on a vu depuis ces perversions, disons. Là aussi, la question se pose de savoir si cette perversion est inhérente, disons, au communisme ou si il a été dévoyé par Staline, etc. Enfin, c'est une question très difficile. Je ne sais pas quelle est la réponse. D'ailleurs, je crois que personne ne peut honnêtement la donner aujourd'hui. Et mai 68, comment avez-vous ressenti mai 68? Ça a pu être une révolution, non? Écoutez, oui, bien sûr. Mais d'abord, il n'y avait pas de projet, là. Ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'y avait rien. Il y avait des gens qui explosaient. Alors, il y a eu, je crois, en mai 68, des phénomènes différents qui se sont rejoints. Il y a eu d'abord un phénomène économique, c'est-à-dire que, je l'ai écrit, je disais, De Gaulle était assis sur son tas d'or, n'est-ce pas? Et puis de là, il voyait très loin l'Amérique à laquelle on allait jouer toutes sortes de tours parce qu'on avait de l'or, mais il n'a pas regardé au-dessous de lui ce qui se passait, c'est-à-dire que le salaire minimum garanti était un taux tout simplement scandaleux. Les gens sont beaucoup moins bêtes qu'on ne veut bien le croire. Moi, je crois que les Français sont intelligents, ont collectivement de l'intelligence politique, et que leurs revendications sont généralement mesurées et justifiées par rapport à ce qu'ils peuvent demander. Ils savent très bien quand l'écart devient si grand qu'il est scandaleux. Il a été scandaleux. Et il y a eu une explosion ouvrière au niveau des salaires. Quand vous pensez que dans certains grands magasins, parlons pas seulement des ouvriers, vous avez des vendeuses qui ont été augmentées de 40%. Enfin, ça prouve quand même qu'on pouvait au moins les augmenter de 10 ou de 15% sans qu'elles aient besoin pour ça d'attendre qu'il se passe mai 68. Bon. Alors ça, c'est un aspect des choses. Et puis, vous avez eu cette révolution, disons, cette explosion de la jeunesse qui s'est produite dans tous les pays. Ce qui a été particulier à la France, c'est la coïncidence, n'est-ce pas, entre les deux. Alors, ne partons pas dans les explications sur l'explosion de la jeunesse, il y en a eu beaucoup. Elle est tout à fait fondée, compréhensible. Il y a de tout dedans, il y a le meilleur et il y a le pire. Quand je dis le pire, je veux dire qu'il y a une part de passéisme, de peur d'entrer dans la vie, incontestablement, et ça c'est le mauvais côté, d'envie de prolonger l'enfance. Et il y a le bon côté qui est que quand nous avons vécu, enfin je dis nous, j'ai tort parce que vous êtes beaucoup plus jeunes que moi, mais les gens de ma génération qui ont vécu la pénurie, la guerre, surtout la guerre, sont déjà tout étonnés qu'après tout, nous n'ayons pas de guerre, nous sommes en paix, tout le monde mange à sa faim, on peut voyager, c'est merveilleux. On est déjà émerveillé que si peu de temps après la guerre, à la fin, si peu d'années après, tout soit reconstruit et aille si bien. Si vous êtes né en 1940, qu'est-ce que ça peut vous faire tout ça, ou en 1950? Vous ne voyez que ce qui va mal, vous ne pouvez pas voir ce qui va bien. Donc il est normal que vous vous révoltiez. Mais devant mai 68, vous-même, vous n'avez éprouvé aucune angoisse? Ah non, non, pas du tout. Non.
Non, ça ne m'angoisse pas facilement, ces choses-là. Enfin, vous dites dans votre livre redouter la tentation fasciste pour les petits Robespierre de la gauche. Oui, je redoute, enfin je ne vous dirai pas qui je qualifie un petit Robespierre de la gauche, mais enfin, Dommage. non, ce ne serait pas convenable de le faire. Ce serait peut-être pas flatteur pour Robespierre, d'ailleurs. Je redoute toujours la tentation. Enfin, il y a une part de tentation. Le fascisme ne vient pas de la droite, contrairement à ce qu'on dit, n'est-ce pas? Il vient de... En général, il naît sur une situation économique mauvaise. Au moment où les classes moyennes, en particulier, commencent à s'inquiéter, elles sont endettées, l'inflation, en général, se produit d'une façon de plus en plus grave, et à ce moment-là, le déséquilibre entre ceux qui sont malheureux et ceux qui sont heureux, j'entends sur le plan matériel, devient de plus en plus insupportable. C'est comme ça que naît le fascisme. Quelqu'un arrive qui dit « je vais tout arranger », et ça part toujours de l'idée, du mot de socialisme, n'est-ce pas? Le national-socialisme, nous l'avons bien vu. Je crois que l'origine du fascisme est toujours dans une crise économique grave. Alors, ce qu'on peut craindre, à supposer que la gauche prenne le pouvoir en France, c'est qu'elle est à faire face à une crise économique grave. En grande partie parce qu'on ne lui facilitera pas les choses, bien sûr. Je ne dis pas qu'elle en sera responsable. Mais enfin, on peut imaginer cela. Alors, quelle peut être la tentation à ce moment-là, sinon une tentation fasciste? C'est toujours assez inquiétant. Cela dit, je ne crois pas que les Français soient particulièrement prédisposés au fascisme. J'ai assez confiance en eux à cet égard. N'avez-vous jamais été tenté par l'action politique directe? Non, pas vraiment, non. Vous pensez mieux pouvoir agir par le journal? Écoutez, je veux dire, un député, c'est pas grand-chose. Alors, c'est une marche d'escalier, et c'est un escalier qu'il faut monter, il faut passer par un certain nombre de choses. D'abord parce qu'on y apprend des choses, et puis parce que c'est comme ça, c'est comme d'entrer dans les ordres, il faut passer par toutes sortes d'épreuves. Ça a un sens si vous avez la possibilité, l'espoir, ou même une faible chance, d'être un jour ou Premier ministre, ou ministre des Finances, disons. Je parle de la France, ce sont les deux, ou président de la République, bien entendu. Mais essentiellement, ministre des Finances ou Premier ministre, ce sont deux postes où vous pouvez vous dire que vous avez du pouvoir et que vous faites quelque chose. Bon, il y a, pour une femme de mon âge, aujourd'hui en France, il y a vraiment peu de chance, si je décidais demain de me présenter aux élections et à supposer que je sois élue, que je devienne ministre des Finances ou Premier ministre. Alors ça veut dire quoi? Que je vais aller faire l'imbécile dans un Parlement pour écouter les discours des autres et de temps en temps parler 3 minutes devant 8 personnes. Ça n'a aucun intérêt. Là, un député, c'est une assistante sociale. Je trouve que ce que je fais est plus utile. Et vous seriez tenté par ce pouvoir d'un ministre des Finances ou d'un Premier ministre? Le pouvoir, vous tenterez? Le pouvoir, oui. Enfin, j'y serais tentée. Je ne me suis jamais posé la question comme ça. Et si on me disait, vous avez une chance de prendre un jour ce pouvoir, alors je me poserais vraiment la question de savoir si je crois que je suis capable de l'exercer. Et là, comme je ne me suis jamais posé la question, je ne suis pas en état de vous répondre ce soir. Si la situation se présente, je vous répondrai. Une dernière question peut-être. Cette société que vous condamnez, ou du moins que vous voulez modifier profondément, oui, c'est plus juste, oui. Malgré tout, est-ce que vous ne vous en accommodez pas un peu? Bien sûr, comme tout le monde. Qui est-ce qui ne s'accommode pas de la société? La révolte a donc ses temps de repos ou ses pauses. Mais je vous dis que je crois qu'il y a deux sortes de révoltes. Il y a les révoltes contre les formes sociales et qui, à mon âge, si on est révolté et qu'on ne fait rien pour changer la société, je veux dire, on est totalement incohérent. Vous pouvez être révolté à 16 ans, à 18 ans, à 20 ans et ne rien faire. Mais une révolte qui ne débouche pas sur l'action, c'est simplement de l'enfantillage, n'est-ce pas? Alors, dans la mesure où j'ai des moyens d'action, j'essaye de les utiliser pour transformer cette société. Quant à la révolte métaphysique, eh bien, j'y pense quelquefois. Voilà, François Giraud. Nous venons de passer avec vous une heure passionnante, une heure qui nous a permis de découvrir d'une part votre conviction profonde, d'autre part des horizons s'ouvrant sur certains des problèmes importants de ce temps. Nous vous remercions.